Binge Audio présente. Salut, c'est Thomas Rozek. Dans un pays en paix, et en paix depuis longtemps, comme le nôtre, au hasard, la question des prises en charge des violences sexuelles est un enjeu bien loin d'être résolu, et l'actualité nous le rappelle assez souvent. Alors imaginez un peu ce que cette question donne transposée dans un autre contexte, celui d'un pays tout juste sorti d'une guerre civile brutale et toujours soumis à des heurts armés. Ça ne la rend ni moins importante, ni moins complexe, mais les conditions poussent celles et ceux qui luttent pour faire reconnaître tous les visages de ces violences sexuelles à imaginer de nouvelles formes de mobilisation. C'est à leur côté, à Bangui, en République centrafricaine, que je vous propose de découvrir leur combat grâce à ce documentaire en 3 parties signé Estelle Njonjo, réalisé par Elisa Grenet, avec l'aide et le soutien de Médecins sans frontières et dont voici le premier volet. Bienvenue dans Programme B. Il est 11h du matin et la cérémonie officielle a déjà commencé. Je suis en retard. Je suis bloqué par un militaire qui sécurise les alentours du stade 20 000 places à Bangui. Je n'ai plus qu'un cordon de sécurité à franchir. Il lit et relit mon accréditation, la tourne dans tous les sens. Après une dernière vérification et une fouille au corps, j'accède enfin au monument des martyrs. Aujourd'hui est une journée spéciale pour la République centrafricaine. On honore les victimes de la guerre. Et des victimes, il y en a eu. Depuis son indépendance, en 1960, cet État d'Afrique centrale, enclavé entre le Cameroun, le Soudan, le Tchad et les 2 Congos, a essuyé des décennies de guerre civile. Les périodes de paix ne durent pas longtemps. En décembre 2020, des affrontements entre groupes armés, forces gouvernementales et troupes étrangères ont de nouveau plongé le pays dans une crise politique. On le sait, ce genre de situation exacerbe toutes les violences, notamment sexuelles. Ces violences systémiques n'ont pas besoin de la guerre pour exister au quotidien. Mais elles n'attendent que ça pour déchaîner leur brutalité sur les hommes, les femmes et les enfants. Alors commémorer les victimes revient forcément à commémorer les victimes de violences sexuelles. Il fait 35 degrés et les routes menant au centre-ville sont bloquées ce jour-là. La présence militaire est accrue. Des centaines de personnes sont agglutinées aux grilles du stade. Le président fraîchement réélu, Justin Archange Touadéra, est arrivé, escorté par des 4x4 banalisés. À Bangui, cette journée est donc un rendez-vous politique crucial. Après un bref discours devant le monument des martyrs, le président parade, salue la foule des femmes alignées qui l'attendent. Certaines dansent à son passage. Elles portent des banderoles « Impunité zéro, trop c'est trop ». Ici, on les appelle les survivantes et les survivants, parce que subir un viol, c'est mettre un pied dans la tombe. Le risque de meurtre suite à un viol est élevé. Les personnes qui en réchappent sont donc appelées ainsi les survivantes. Si je suis là, c'est parce que MSF m'a ouvert bien des portes pour pouvoir parler à ces victimes et à celles et ceux qui luttent contre ces viols et ces agressions. Si je suis là, c'est pour essayer de mieux comprendre la nature de ces violences dans un pays comme la Centrafrique. Qu'est-ce qui relève du particularisme? Qu'est-ce qui relève du systémique? Et comment on fait pour les prévenir d'un côté et pour les prendre en charge de l'autre? La cérémonie vient de s'achever. Je suis impatiente de faire la connaissance de Frazi après tant d'échanges. À 42 ans, cette militante sollicitée par les journalistes et proche du pouvoir est une figure locale importante à Bangui.
Je la cherche dans la foule. Trop de travail, chérie. Allez, vous venez, vous restez un peu avec nous. À l'occasion de cette journée commémorative, des assos de survivantes se sont réunis afin d'échanger, mais surtout parler indemnisation. Dans l'une des salles du stade, je suis invitée à prendre part à l'atelier de l'ANAF, l'Association nationale d'appui aux femmes et aux jeunes filles libres victimes de violences en situation de détresse. L'association propose des formations professionnelles en couture, maçonnerie ou encore dans l'agriculture. Euphrasie en est la fondatrice. Sur un sujet aussi dur, c'est difficile de ne pas éprouver un sentiment de voyeurisme face aux victimes. Je ne veux pas les replonger dans leur traumatisme. On m'avait prévenu, parler de violences sexuelles reste tabou. Et pourtant, à ma grande surprise, c'est l'inverse qui se produit. À plusieurs reprises, je suis accueillie avec bienveillance par des victimes qui ont envie de parler, qui ont envie de me raconter leur histoire. Dans certains regards, je perçois cette légère angoisse de ne pas être crue. Euphrasie est une survivante. Et on peut dire qu'elle a besoin de parler. Par WhatsApp, en FaceTime et en face à face. Entre 2013 et 2014, une guerre civile éclate en Centrafrique. La Seleka, une coalition composée de combattants majoritairement musulmans venus du nord-est du pays, renverse le régime du président en place, François Bozizé. Aux exactions des Seleka répondent ensuite les atrocités des anti-Balaka, des milices insurgées majoritairement chrétiens. La France intervient, c'est le début de l'opération Sangaris. Ce conflit, on l'appelle ici les événements. Euphrasie est une survivante de ces événements. J'ai eu à partir dans mon village natal qui est Bouka. C'est dans la préfecture de l'Ouam. Et c'est là que je suis arrivée. Et il y avait des Seleka. Comme je me promenais, on a donné à toutes les femmes, si tu es un peu belle là, on ne peut pas te laisser. C'est par rapport à ça, on m'a appelé, j'ai dit que je ne suis pas venue pour vous. Et quand j'ai parlé comme ça, moi, je n'ai pas entendu ce qui va passer par derrière. Et à mon retour sur Bangui, comme j'ai pris un moto pour revenir à Bangui, on m'a pris avec le chauffeur en 30 km de Bouka. Et c'est là, on voulait tuer le taxi moto. Pourquoi il a accepté de fuir avec moi? Je lui ai dit qu'il faut laisser le petit de partir. Tout ce que vous voulez me faire, vous pouvez le faire. Et c'est là que j'ai tombé dans les mains des bandits. Et quand je suis arrivée à Bangui en tant qu'une femme mariée, avant même d'arriver à Bangui, à 72 km de Bangui, on m'a rendu à l'hôpital pour me soigner parce que j'étais vraiment dans le coma. Je vis avec des menaces à mort par les bourreaux. Il y a deux côtés de bourreaux, les Seleka et les Balaka. Ça fait que 2 fois à la maison, j'ai peur même de rester à la maison. Mon mari ne veut pas que je reste à la maison. Mon mari même m'a demandé que j'abandonne. Parce qu'on m'a opéré par rapport à la violence qu'on m'a fait là, on m'a opéré. On a opéré utérus. Je suis une femme qui a beaucoup de problèmes, mais je n'ai pas vu le problème familial. Mais je travaille pour les autres. Mon mari a paralysé un peu. On lave mon mari, mais il travaille encore. C'est un expert en érotique à la Segna. Et soutien de mes enfants, ma famille m'a jamais abandonné. La première personne, c'est mon mari. Comment tu décrirais l'amour que tu as pour ton mari ou la relation que tu as avec ton mari? Amour avec mon mari, c'est comme le premier début jusqu'à présent. 2 fois, je réfléchis pour quitter, mais si je quitte aujourd'hui avec son état, comment il va devenir? Je suis encore un jeune, bientôt 42 ans. Je peux faire tout ce que je peux faire comme les autres, mais j'ai vu qu'il y a trop de maladies. Si moi je suis sain avec tout ce qui s'est passé là, je dois garder mon corps. Et je dois être une exemplaire pour les autres.
Si aujourd'hui je couche parce que mon mari est malade, je suis là ici, non. Mais ça ne peut pas manquer, je suis une femme. Si des fois tu restes comme ça te donne aussi de la maladie. Mais ce que je voulais aussi, je voulais même avoir un psychologue qui doit travailler normalement tous les jours. J'ai demandé même à MSF de voir si peut envoyer quelqu'un. Des fois, on peut venir ici. Mais si tu viens, on te soigne, ça finit là, c'est tout. Tu restes comme ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé, en fait, avoir comme suivi? Tu sais, je peux te dire un peu. C'est ma secret, mais... Tu sais, une femme violée, c'est pas comme les autres. Des fois, je parle avec toi, là. J'ai peur même de te parler. Même avec quelqu'un que je peux faire confiance, je ne peux pas. Des fois, on dit que tu es belle, mais j'ai peur de sortir avec un homme. Parce qu'un jour à l'autre, il va dire que toi, là, on t'a violée, c'est par rapport à ça que tu fais la bordellerie. Tu vois, c'est ça. Et puis, deux fois, mes enfants me demandent, maman, pourquoi tu dors seule? C'est la vie. J'ai passé même de voir un ami qui voulait même que je quitte Bangui. Mais si je quitte aujourd'hui ma mère, je suis comme un baobab pour ma famille. Chaque année, les Nations Unies recensent 11 000 cas de violences sexuelles perpétrés dans le pays. En réaction à cette recrudescence de violence, une brigade de police a été mise en place en 2017. Son nom, l'UMIR, l'unité mixte d'intervention rapide de répression des violences sexuelles. J'ai eu l'opportunité de rencontrer la capitaine Charlotte Issa, en fonction depuis peu comme directrice adjointe. Là, c'est le bureau de directeur de l'UMIR qui est absent de Bangui. Il est admis à suivre un stage à l'étranger. D'accord. Donc moi, je suis son adjoint. Comme il n'est pas là, c'est pourquoi j'assure son intérim. Et là, c'est le bureau de chef de service enquête et investigation. En parcourant l'unité de police, je m'aperçois qu'une grande partie des locaux sont en travaux. Des salles d'audition et des bureaux d'enquêteurs sont réaménagés. L'objectif, plus de confidentialité, car les plaintes, il y en a. La capitaine Issa se souvient d'un cas d'inceste où l'agresseur a invoqué des coutumes locales pour justifier son geste. Un papa qui se dit, bon voilà, ma fille est déjà grande. La tradition, dans notre tradition, il faudrait que ce soit moi qui couche pour la première fois ma fille. Et peut-être par après, quelqu'un peut la doter après et puis continuer avec elle après. Donc il faudrait que je goûte avant les autres. C'est la tradition qui dit c'est comme ça. Et c'est quelle tradition? Mais ça dépend des ethnies, des races qui disent que la tradition, on a, il y a quelques ethnies aussi le font dire que voilà, ma tradition, dans ma tradition, si ma fille devient déjà majeure, c'est moi le père qui doit coucher, qui doit le violer, doit coucher avec elle pour la première fois, en attendant qu'elle puisse se marier après. Donc vous voyez, c'est de ce genre de choses. Et voilà, quand l'UMIR, la fille est traumatisée et qu'elle a partagé avec quelqu'un qui connaît le droit et qui l'oriente à l'UMIR, des fois quand on convoque le papa ou on interpelle, il dit mais c'est ma fille, c'est moi qui l'ai mise au monde. Et quand on veut lui apprendre un peu le texte qui a interdit là, ce genre de tradition, parfois le papa s'enflamme. Il dit non, mais c'est quel droit, c'est quel pays? On est dans quel pays? Vous êtes en train de ramasser les trucs des Blancs pour nous amener ici alors qu'on a nos traditions. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses-là qui existent ici. Les locaux de la brigade se trouvent au cœur de la capitale. Pour se déplacer et déposer plainte, les Centrafricains et Centrafricaines doivent parcourir parfois de nombreux kilomètres. À ses débuts, la brigade patrouillait. Depuis, les patrouilles dissuasives sont devenues moins régulières. Les 2 pick-up et les 3 motos dont dispose l'unité sont plus rares en ville. Pour la capitaine Issa, la population a bien identifié la brigade, mais peine encore à distinguer les faits criminels des litiges.
Mais je pense pour ce cas, il y a des victimes aussi qui viennent, qui ne connaissent pas leurs droits aussi, qui viennent parfois pour des cas de pension alimentaire, des affaires purement civiles. Ils demandent la pension alimentaire et quand elles viennent, ou bien pour une affaire de jalousie, dans un couple, des cas à caractère civil, dans un couple, et monsieur, madame vivent sous un même toit, et voilà, monsieur a eu une deuxième femme dehors, un deuxième bureau, et voilà, monsieur, et elle a appris, et du coup, elle est jalouse. Et quand elle est jalouse, elles savent que Lumière est là, et ils ont prêté seulement confusion, savent que Lumière est là pour les affaires des femmes, et quand elles viennent, elles portent plainte, elles demandent dans leur plainte qu'on puisse arrêter monsieur par rapport à ces faits. Pendant mon enquête, j'ai vite remarqué que Lumière ne fait pas l'unanimité au sein des survivantes et des associations. Les reproches à leur encontre sont les mêmes que dans d'autres endroits du monde. Un manque d'empathie envers les victimes, des plaintes pas prises systématiquement. La cause, par manque de formation et de ressources, l'unité peine à gérer comme elle le devrait les demandes qui lui parviennent. Là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Avant d'arriver jusqu'à la brigade de police Umir pour porter plainte, certaines survivantes passent d'abord par le centre Tongolo, créé par MSF. Il se situe à Bangui et prend en charge les victimes de violences sexuelles. MSF m'a ouvert les portes de ce centre, où la discrétion est de mise. Là-bas, le personnel vise à recréer un espace de parole et de bienveillance. J'ai dû y aller à plusieurs reprises, d'abord sans mon micro, pour mettre à l'aise les survivantes. Comment les survivantes et survivants sont pris en charge médicalement et psychologiquement ? Tout ça, je vous en dis plus au prochain épisode.